Il n'existe aucun frisson plus grand que d'accomplir l'impossible. C'est une sensation presque céleste. Cependant, la poursuite de tels exploits comporte une mise en garde. Courir après des records périlleux uniquement pour être reconnu comme détenteur d'un record Guinness peut entraîner des conséquences dévastatrices. Malheureusement, certains individus sont animés par ce désir et se lancent dans des quêtes mortelles. Au final, non seulement ils n'atteignent pas leur objectif, mais ils perdent également la chance d'apprendre de leurs erreurs. Rejoignez-nous pour découvrir leurs histoires. Lowell Richard Bales était un homme qui vivait pour la vitesse. Né dans la petite ville de Mason, dans l'Illinois, le 24 janvier 1900, sa vie allait le conduire des champs paisibles du Midwest au rugissement des moteurs et à la compétition intense de l'âge d'or des courses aériennes. C'était une époque où le monde était fasciné par les possibilités de l'aviation et des pionniers comme Bales repoussaient les limites de ce que l'on croyait possible. Ayant grandi en tant qu'aîné de Hattie et Rayford E. Bales, Lowell avait toujours été attiré par la mécanique, ses mains s'émerveillant devant tout ce qui possédait des roues ou des engrenages. Sa curiosité le mena à entreprendre des études d'ingénierie minière à l'Université de l'Illinois, un choix pragmatique à l'heure de l'essor industriel qui marquait son époque. Mais, comme souvent, la vie en décida autrement. Des problèmes de vue le contraignirent à abandonner ses études et il se retrouva à travailler comme électricien dans les mines de l'Illinois. C'était un travail rude et honnête, mais l'obscurité des mines était bien éloignée des cieux infinis dont il rêvait. Ce rêve commença à se concrétiser lorsqu'il suivit des cours de pilotage auprès d'un ancien instructeur de la Première Guerre mondiale. L'exaltation de quitter la terre ferme et de s'élever dans les airs était enivrante, et Bales en fut rapidement conquis. Son premier avion, un surplus Curtiss JN, 4 génies, devint sa fierté et sa joie. Mais le destin intervint de nouveau lorsque son appareil fut confondu avec un avion ennemi lors d'une guerre de gang à R1 dans l'Illinois et fut fait sauter par l'un des célèbres chefs de gang. Bales retourna brièvement travailler dans les mines, mais bientôt sa passion pour l'aviation reprit le dessus. Il parcourut le pays, réalisant des acrobaties aériennes et offrant des vols aux amateurs d'aventure. Ce mode de vie était dangereux, mais il lui permettait de joindre les deux bouts tout en le maintenant dans les airs. En 1928, Bales s'était associé à H. Roscoe Brinton pour fonder un service de vol à Springfield, dans le Massachusetts. L'entreprise connut un succès jusqu'à ce que la Grande Dépression mette un terme brutal à l'activité, les commandes d'avions se tarissant. La Granville Brothers Aircraft Company, une petite entreprise basée à Springfield, avait perçu le potentiel des courses aériennes comme moyen de survivre à la conjoncture économique difficile. Ils étaient convaincus qu'une victoire dans l'une des grandes compétitions aériennes leur apporterait la notoriété et les ventes nécessaires. Pour concrétiser ce rêve, ils créèrent la Springfield Air Racing Association, un groupe d'hommes d'affaires locaux réunis pour acheter des parts et financer la conception d'avions de course. Bales, reconnu pour être un pilote habile et audacieux, était impatient de prendre part à l'aventure. Il investit $500 de son propre argent pour s'assurer la place de pilote de leur création la plus ambitieuse jusqu'alors, le GB Model Z. Le GB Model Z était une merveille d'ingénierie, un avion conçu dans un seul but, la vitesse. Avec son fuselage court et son moteur puissant, il était difficile à piloter, mais entre de bonnes mains, il restait imbattable. Bales le prouva lorsqu'il mena le GBZ à la victoire lors de la course du Thompson Trophy en 1931, l'un des événements les plus prestigieux du monde des courses aériennes. Cette victoire fit de lui un héros et transforma le GBZ en légende. Pour Bales, ce n'était cependant qu'un nouveau départ. Le 5 décembre 1931, à l'aéroport du comté de Wayne à Détroit, Michigan, Bales se préparait pour une tentative de record qui lui assurerait une place dans l'histoire. Il visait à établir un nouveau record de vitesse pour avion terrestre, repoussant le GBZ jusqu'à ses limites absolues. L'avion, déjà éprouvé par ses précédentes victoires, avait été minutieusement réglé pour cet instant précis. Bales connaissait les risques, mais il avait une confiance inébranlable en ses capacités et en l'avion qu'il avait déjà mené au triomphe. Alors qu'il décollait par ce froid jour de décembre, le rugissement du moteur emplissait l'air. Bales s'élevait dans le ciel, poussant le GBZ toujours plus rapidement jusqu'à ce que le monde en dessous se transforme en un flou indistinct. Tout se déroulait comme prévu jusqu'à ce que, soudainement, l'avion s'incline violemment vers le haut. L'aile droite, incapable de supporter la tension, se plia comme du papier, conséquence d'un flutteur présumé des ailerons. En un instant, l'appareil perdit tout contrôle et commença à spiraler vers le sol à une vitesse terrifiante. Bales lutta pour reprendre le contrôle, mais il était trop tard. Le GBZ s'écrasa au sol en bordure d'une voie ferrée, l'impact étant si violent qu'il explosa en une boule de feu. La force du choc projeta le corps de Bales à 300 pieds des décombres et la fumée se répandit sur des kilomètres.
La communauté aéronautique pleura la perte de Lowell Bales, cet homme qui avait osé repousser les frontières du possible dans les cieux. Pour beaucoup, il demeurait un héros, un symbole de l'esprit audacieux qui avait marqué les débuts de l'aviation. Dans la chaleur torride de l'été à Téhéran, capitale de l'Iran, le 27 août 2005 devait être le jour où Javad Palisbanian allait inscrire son nom dans les annales de l'histoire. Le stade Azadi s'était transformé en une véritable mer de spectateurs. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées, entassées dans les gradins, impatientes d'assister à ce qui était présenté comme l'un des exploits de cascades à moto les plus audacieux jamais réalisés. Aujourd'hui, il avait pour objectif de s'envoler par-dessus 22 bus alignés côte à côte, un exploit inédit. Javad, âgé de 44 ans, avait passé la majeure partie de sa vie à rechercher le frisson procuré par la vitesse, à défier la gravité et à tenter le destin. Ces cascades étaient toujours le fruit d'un savant mélange de précision, de timing et d'une compréhension presque extraordinaire des lois de la physique. Le mois précédent, il avait survolé une rivière de 153 pieds de largeur, laissant son public sans voix. Mais le défi d'aujourd'hui était différent. Les bus formaient une barrière qui semblait s'étendre à l'infini et il ne pouvait se permettre la moindre erreur. Javad enfourcha sa moto et mit le moteur en marche. La machine filait à toute allure à travers le stade avant de percuter la rampe avec une force telle qu'elle fut projetée dans les airs, la roue avant se soulevant du sol, suivie de près par la roue arrière. Pendant un bref et glorieux instant, Javad volait. En dessous de lui, les bus défilaient les uns après les autres, la distance augmentant et l'écart entre le succès et l'échec se réduisant à mesure que son saut avançait. Il franchissait sans peine les premiers bus, la vitesse et la hauteur de son envol le propulsant bien au-delà des attentes. Mais soudainement, la roue avant remit légèrement en cause sa trajectoire, juste assez pour altérer le saut et écrire une page d'histoire tragique. La moto heurta le toit du 13e bus dans un accident épouvantable. L'engin se déforma, le métal se tordit sous l'impact, tandis que Javad était projeté en avant, son corps percutant le bus avec une violence aussi brutale que définitive. L'accident fut instantané, la télévision d'État, qui diffusait l'événement en direct, coupa rapidement les images, incapable de montrer ce qui venait de se passer. La voix tremblante du présentateur expliqua que la scène était trop troublante pour être diffusée. Dans le stade, la foule resta figée. Le choc de ce qu'elle venait d'assister étant trop immense pour être immédiatement digéré. Le défi qui devait graver son héritage dans l'histoire lui avait au contraire coûté la vie. Il se vantait de vouloir battre un record mondial et réaliser quelque chose dont son pays pourrait être fier. Tout avait perdu son sens. Dans la petite ville paisible de Kantal, au Sri Lanka, Janaka Basnayake, âgé de 24 ans, était réputé pour ses exploits audacieux qui repoussaient les limites de l'endurance humaine. Contrairement à ceux qui recherchaient la gloire par des moyens conventionnels, ces entreprises étaient périlleuses, animées par un désir insatiable de mettre à l'épreuve ses capacités physiques, évoluant de simples bravades inoffensives en cascades dangereuses avec le temps. Parmi ses exploits les plus audacieux figuraient 2 tentatives antérieures de s'enterrer vivant, expérience qu'il avait survécue et dont il était ressorti avec un sentiment de triomphe qui ne faisait qu'alimenter son ambition. La petite ville observait, mêlant admiration et appréhension, alors que Janaka se préparait pour son ultime défi, établir un record du monde du plus longtemps passé enterré vivant. Le samedi 3 mars 2012, Janaka se tenait au bord d'une tranchée fraîchement creusée d'une profondeur de 10 pieds, l'air saturé d'anticipation. Sans hésiter, il descendit dans la tranchée, se couchant pendant que sa famille et ses amis le scellaient avec des planches de bois et de la terre. Pendant les heures suivantes, Janaka resta enfermé sous terre. À la surface, sa famille attendait, l'anxiété grandissante, consciente que cette tentative était différente, plus profonde, plus longue et infiniment plus dangereuse. À 16 heures, ses proches commencèrent à déblayer la tranchée. Le sol, soigneusement disposé, était alors retiré avec une urgence fébrile. Les planches furent retirées pour dévoiler la silhouette immobile de Janaka, étendue à l'intérieur. La scène qui s'offrit à eux était loin de leurs espérances. Le corps de Janaka gisait, immobile, son visage d'un pâle dénué de vie, dépourvu de la vitalité qui l'avait jadis animé. Il fut rapidement sorti de la tranchée, mais le silence qui régnait était écrasant. Le désespoir s'empara d'eux alors qu'ils précipitaient Janaka vers le centre hospitalier le plus proche. Le court trajet parut interminable, chaque seconde étant alourdie par la peur. À leur arrivée, les médecins s'actuèrent frénétiquement. Mais la réalité implacable ne tardèrent pas à se faire connaître. Janaka Basnayake, le jeune homme audacieux qui voulait défier la mort,
fut déclaré mort à son arrivée. L'autopsie initiale n'apporta aucune réponse claire, laissant planer une ombre d'incertitude sur la tragédie. Qu'il s'agisse d'un manque d'oxygène, de la pression écrasante de la Terre ou tout simplement des limites du corps humain, le résultat fut le même. La vie de Janaka s'acheva dans la poursuite d'un rêve, bien qu'extraordinaire, s'avéra finalement inaccessible. La vaste mer a depuis longtemps appelé ceux qui osent repousser les limites de l'endurance humaine. Parmi ces aventuriers se trouvait Guy Garman, surnommé Doc Deep, qui cherchait à pousser les frontières de la plongée en haute mer jusqu'à leurs extrêmes. Le 15 août 2015, sa quête pour battre le record mondial de la plongée la plus profonde se termina tragiquement, inscrivant ainsi son nom dans l'histoire de la plongée. Garman, médecin ORL, oreille-nez-gorge, originaire de Sainte-Croix, dans les îles Vierges américaines, avait minutieusement préparé pendant des années une plongée à une profondeur inédite de 1200 pieds, surpassant le record existant de 1090 pieds. Animé par le désir de marquer l'histoire, il choisit Long Reach, un récif situé à l'extérieur du port de Christiansted comme lieu d'immersion. Ce site, qui lui était familier, était celui où le monde sous-marin plongeait brusquement dans l'abîme noir. Pendant 2 ans, Garman se prépara avec rigueur, installant une ligne de plongée de 1300 pieds ancrée à l'aide d'un poids de 250 livres. Il rassembla près de 400 livres d'équipement, incluant des bouteilles surdimensionnées et des ordinateurs de plongée. Quelques mois auparavant, il avait effectué une descente en solitaire jusqu'à 815 pieds, préparant ainsi le terrain pour son ultime défi. Le matin du 15 août, Garman s'élança dans l'eau, alourdi par son matériel. Son fils, Kip, l'accompagna jusqu'à 200 pieds avant de voir son père poursuivre seul vers les profondeurs. Ce fut la dernière fois que Kip le vit vivant. Le plan de Garman était simple dans sa structure, mais requérait une exécution sans faille. Il descendrait jusqu'à 1200 pieds en se guidant grâce à la ligne de plongée, puis entamerait une lente remontée. À 350 pieds, il devait rejoindre son équipe de soutien, qui l'accompagnerait durant le pénible processus de décompression de 10 heures. Chaque palier de l'ascension nécessitait une pause tous les 10 pieds afin d'éviter les risques mortels de la maladie de décompression, une condition pouvant frapper même les plongeurs les plus expérimentés. Mais la mer, aussi vaste que mystérieuse, a le don de réécrire même les plans les mieux établis. Le temps s'écoulait et l'équipe de soutien de Garman attendait à 350 pieds, scrutant les eaux troubles à la recherche du moindre signe de lui. Il savait qu'il aurait dû arriver en 38 minutes, mais le délai passa sans aucune trace du médecin. L'anxiété se mua en angoisse alors qu'il comprenait que quelque chose avait dérapé. La mer autour d'eux demeurait silencieuse, dépourvue des bulles qui auraient signalé le retour de Garman depuis l'abîme. Les plongeurs de soutien restèrent dans l'eau, désespérés de distinguer le moindre indice qui pourrait les mener à Garman. Pourtant, la mer, désormais vaste, étendue, menaçante d'incertitude, ne leur offrait aucun signe. C'était comme si Garman avait été entièrement englouti par les profondeurs qu'il cherchait à conquérir. 3 jours agonisants plus tard, après une recherche frénétique qui n'avait apporté que désespoir, le corps de Garman fut finalement retrouvé. Garman s'était noyé, son ambitieux essai de battre le record mondial s'étant terminé de la manière la plus tragique. Les circonstances précises de ces moments fatidiques en profondeur demeurent un mystère, enfoui dans les eaux sombres où il a rendu son dernier souffle. Dans le sillage de cet événement, la communauté des plongeurs dut affronter les implications de la mort de Garman. Nombreux sont les experts qui évoquèrent une dangereuse combinaison d'excès de confiance et d'insuffisance d'expérience. Malgré sa préparation méticuleuse, Garman s'était aventuré bien au-delà des capacités des plongeurs techniques les plus chevronnés qu'il avait formés. La mer ne pardonne pas les erreurs et dans ses profondeurs, la moindre faute peut s'avérer fatale. La première lueur de l'aube commençait à peine à percer à l'horizon lorsque Juan Francisco Villa Honorato se mit en route pour ce qui allait, sans qu'il le sache, constituer la dernière étape de son parcours extraordinaire. La route s'étendait devant lui, serpentant à travers les paysages ruraux de la province de Nakhon Ratchasima, dans le nord-est de la Thaïlande. Depuis 4 ans et demi, Juan Francisco, un cycliste chilien de 47 ans, avait parcouru le monde à vélo, traversant d'immenses déserts, des forêts denses, des montagnes imposantes et des villes trépidantes. Ce qui avait commencé en novembre 2010 comme un rêve, établir un record du monde Guinness en parcourant 250 000 km à vélo sur 5 continents en 5 ans, s'était transformé en un périple remarquable d'endurance, de passion et de découverte. Tout au long de son voyage, Juan Francisco était animé par son amour du cyclisme.
Son vélo, une machine robuste et marquée par le temps, qui avait vu plus de paysages que la plupart des gens n'oseront jamais imaginer, était devenu une véritable extension de son corps. Ses 2 roues l'avaient porté à travers 49 pays et sur 4 continents, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe et l'Asie. À chaque coup de pédale, il avait relevé des défis inimaginables pour la plupart. La chaleur suffocante du Sahara, le froid mordant de l'hiver européen et les pluies de mousson en Asie du Sud-Est. Pourtant, malgré ces épreuves, Juan Francisco était resté concentré sur son objectif, son esprit demeurant intact face aux exigences physiques et mentales de ce voyage. Pour une partie de cette odyssée, il était accompagné de sa femme et de leur fils de 2 ans, qui suivaient sur un autre vélo. La petite famille, souvent perçue par les habitants comme un spectacle émouvant, était devenue le symbole de la résilience et de l'unité. On ne sait pas exactement à quel moment il l'avait rejoint. Mais l'image d'une famille pédalant ensemble à travers des terres étrangères avait touché le cœur de tous ceux qui la contemplaient. Leur aventure était autant une quête de découverte du monde qu'un effort pour rester soudés, unis par l'amour et une vision partagée. Alors qu'ils roulaient le long de l'autoroute, le samedi 21 février 2015, la circulation était légère, ponctuée de passages occasionnels de voitures ou de camions, tandis que le paysage se dévoilait comme un patchwork de champs verdoyants et de collines lointaines. Juan Francisco menait la course, probablement perdu dans ses pensées entre les pays déjà parcourus et ceux restants avant de boucler sa traversée légendaire. La ligne d'arrivée était en vue. Il ne lui restait plus qu'une année avant d'atteindre la barre des 250 000 km, marquant ainsi la fin de son épopée de 5 ans. Mais le destin se montre souvent cruel, et c'est sur ce tronçon paisible de route que la tragédie frappa. Un pick-up fonçant à une vitesse imprudente déboula sur l'autoroute. Le conducteur, téméraire et indifférent à la sécurité des autres, perdit le contrôle de son véhicule. Le camion dévoya violemment, ses pneus crissant sur l'asphalte, avant de se diriger droit dans la trajectoire de Juan Francisco. L'impact fut soudain et dévastateur, ne laissant aucune chance de réaction. Le véhicule heurta le vélo de Juan Francisco avec une force qui ne pouvait conduire qu'à une catastrophe. Juan Francisco fut projeté hors de son vélo, la violence de l'accident lui ôtant toute chance de survie. La collision fut si violente que le pick-up renversa lui-même, se retrouvant sur le toit dans un fracas épouvantable. La scène qui s'ensuivit fut chaotique. Métal déformé, vitres brisées et débris tordus témoignaient de la violence de l'impact sur un vélo qui, jadis, avait porté un homme à travers les continents. Dans l'immédiat, l'autoroute devint le théâtre d'une scène de choc et d'horreur. Le conducteur du pick-up, étourdi et blessé, mais encore en vie, fut rapidement arrêté par les autorités locales. Accusé d'homicide par conduite dangereuse, il fut placé en détention avant d'être libéré sous caution, une décision qui entra longtemps ceux qui connaissaient Juan Francisco et sa famille. Au milieu des décombres, l'épouse de Juan Francisco, qui roulait juste derrière lui avec leur fils, fut laissée seule face à l'inimaginable. Elle et leur enfant avaient survécu à l'accident, mais leur univers s'était effondré en un instant. L'amour de sa vie, le père de son enfant, gisait sans vie sur le bas-côté, son ambitieux périple s'achevant de manière abrupte et tragique. Physiquement, elle n'avait subi qu'une légère entorse, mais le poids émotionnel de cet instant était au-delà de toute mesure.